Aujourd'hui, je vais faire une vidéo et vous allez peut-être me détester, mais je vais comparer deux examens, l'examen CFA et l'examen AMF en France. Alors pourquoi cette travesti Beaucoup de gens vont crier, vont dire mais c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, je vais commencer très fort en boycottant l'examen CFA. Pourquoi Pour ceux qui ne connaissent pas l'examen CFA, c'est l'élite, le fleuron de la finance internationale. Très peu de gens dans le monde ont réussi à passer ces trois examens extrêmement difficiles. Moi-même, j'ai tenté et échoué lamentablement le premier examen avant de commencer mes examens ACCA, qui sont des examens d'expertise comptable. Et j'ai lâché l'affaire avec le CFA. Mais évidemment, j'étais intéressé au début. Et ce que je vous conseille de faire plutôt que d'essayer de passer l'examen CFA, c'est juste d'acheter les livres de l'examen CFA, qui sont la Bible, qui sont extrêmement bien écrits, bien faits. Donc ça, c'en est un. Il y en a six en tout. J'ai acheté l'édition 2024 et vous avez des thèmes sur euh, les, les mathématiques appliquées en finance, l'économie, c'est le bouquin que j'ai maintenant, le portfolio management, le management de portefeuille, les émetteurs les sociétés émettrices sur les marchés, l'analyse des comptes financiers, donc vous avez la comptabilité IFRS et US GAAP, et ils font une comparaison des deux qui est fascinante. Vous avez tout ce qui est les actions, les obligations, les produits dérivés, les investissements alternatifs et l'éthique. Et c'est un programme extrêmement complet qui est populaire dans l'industrie en France. Et si vous faites ce programme, bon courage à vous. J'ai rien contre vous ou quoi. Mon problème, c'est juste que je pense que ce programme fait beaucoup de promesses. Et effectivement, enfin, il ne fait pas des promesses, mais effectivement, vous allez rejoindre cette élite qui est en petit nombre. Et à l'issue de ce programme, qui va vous coûter plusieurs années de votre vie, vous allez vous retrouver avec très peu de jobs à l'issue. Car le CFA, c'est pour devenir investisseur professionnel, sauf que ces jobs n'existent pas vraiment en fait. Les investisseurs professionnels, c'est tout simplement quelqu'un qui a des fonds à investir d'abord. Et si vous n'avez pas de fonds avant de passer l'examen, ça va être très difficile de pénétrer quand même dans cette industrie ou enfin de trouver les fonds à gérer justement. Et si vous n'êtes pas parti d'une famille riche, si vous ne faites pas partie du népotisme, là aussi la route va être longue, alors que il y a d'autres avenues plus simples, plus faciles pour pénétrer dans l'industrie financière, notamment les CPA, l'expertise comptable, le DEC, la CCA, qui, à mon point de vue humble, je pense que c'est plus facile d'entrer dans cette industrie et vous pouvez justement monter les marches pour ensuite gérer du patrimoine. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible et vous avez un métier plus élargi avec de nombreux emplois à la fin de vos examens. Peut-être que je me trompe complètement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue à ce sujet. Mais j'ai quand même acheté les bouquins, parce que je suis un fanboy quand même du CFA. Ne croyez pas que je déteste le CFA, pas du tout, pas du tout, je suis un super fanboy, j'adore les bouquins, j'adore le programme, c'est fascinant. Mais en termes de stratégie professionnelle pour un jeune ou quelqu'un qui essaie de faire du développement personnel, peut-être tournez-vous plutôt vers des programmes comptables traditionnels où là, vous aurez plein de jobs. Vous allez être médecin généraliste et vous pouvez travailler directement au lieu d'essayer tout de suite d'être brain surgeon, hein, chirurgien cérébral. Donc, on arrive à l'examen AMF. Ah oui, aussi,
par rapport à le déclin, mes problèmes avec le CFA et l'industrie d'investissement professionnel. Cette industrie est en déclin total, total. Donc vous avez les banques d'investissement traditionnelles. On parle de Goldman Sachs, JP Morgan, Mazars, toutes ces banques d'investissement qui sont le fleuron et que tout le monde veut trouver un job dedans en faisant le CFA. Ces industries sont en déclin car ces banques d'investissement sont sur le sell side des marchés financiers. Hein, c'est eux qui vendent les produits. Au sell side, comment ils font de l'argent? Ils font de l'argent sur les commissions, sur les frais de commission. Et depuis les 30 dernières années, si vous regardez les statistiques, les commissions sont en déclin total. Et donc, elles ont réduit de 4 fois. Donc, leurs effectifs ont réduit de 4 fois. Les salaires des gens qui travaillent dedans ont réduit de 4 fois. Enfin, je veux dire, l'opportunité n'est plus là, les gars. Pareil, au niveau du buy side. Donc, le sell side, c'est l'investment bank qui vend les produits. Le buy side, c'est les hedge funds, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds de retraite qui achètent les actions. Au buy side, c'est le même tableau. Il y a moins en moins de jobs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes professionnel d'investissement, vous faites une sélection d'actions positives, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les actions que vous allez mettre dans un portefeuille. Et pareil, depuis les 20-30 dernières années, ce métier disparaît, il est remplacé par des sélections passives, c'est-à-dire au travers des ETF. Donc, il y a énormément de vent de face dans cette industrie. Les derniers endroits où on peut peut-être trouver de l'emploi, ce sont dans les family office, donc les familles fortunées qui ont besoin d'aide ou qui veulent avoir une équipe in-house qui s'occupe de leur patrimoine. Ça, c'est peut-être la dernière option qui est peut-être possible de nos jours parce qu'elle se développe comme des champignons au travers le monde. Parlons maintenant de l'examen AMF. L'examen AMF est un produit de la réglementation qui est né de la Banque de France, je crois, enfin de l'AMF en tout cas, c'est sûr, pour créer un examen obligatoire pour les professionnels de la finance en France. Et donc, je peux vous garantir que 99,9999% des gens qui ont passé l'examen AMF l'ont pas fait car ils voulaient le passer. Ils ont été obligés de le faire, on leur a demandé de le faire. Et moi, je suis le 0,00001% qui a fait l'examen volontairement. Pourquoi j'ai fait cet examen? Parce que c'est un espèce de mini CFA français. Donc c'est assez sympa comme idée. Et effectivement, si vous voulez aller travailler en tant que banquier, dans une assurance, en tant que courtier, en tant que CIF, conseiller en investissement financier, vous êtes obligé d'avoir cet examen. Donc, je me suis inscrit, j'ai payé 143 € à l'école de la banque à Nice pour passer l'examen là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet examen? Déjà, j'ai acheté ce bouquin sur Amazon que je vous recommande fortement. Il est absolument génial, ce bouquin. Donc, c'est tout l'examen en un seul bouquin. Ça s'appelle Réussir l'examen AMF par Eric Normand. Et je vous mettrai le lien dans la description sur Amazon. Ce bouquin est absolument génial. Il est plein de contenu. Il est bien designé, on va dire. Et ça couvre absolument tout le curriculum, tout le syllabus en grand détail et voire plus. Car j'ai eu des très bonnes notes. Quand j'ai passé l'examen, je vous montrerai mes notes. Mais grâce à ce bouquin, j'ai eu des notes très élevées. Et parce que je pense que le bouquin vous entraîne à un niveau plus élevé que ce que l'examen attend de vous. Donc, de quoi ça parle? Il y a deux grandes parties. Vous avez une grande partie qui est sur la réglementation de la finance en Europe et en France. Et ça paraît plutôt petit quand on le dit comme ça,
mais c'est absolument colossal. Vous avez, je crois, six chapitres fragmentés en grands pôles. Donc vous avez par exemple chapitre 1, les marchés financiers et la réglementation bancaire et financière. Là, on va apprendre tout ce qui est toutes les différentes institutions, tous les différents partenaires, tous les différents acteurs, notamment tout ce qui est bancaire. Alors c'est pour ça que j'ai découvert plein de nouvelles choses dans cet examen, que j'ai trouvé fascinant, notamment tout ce qui est la régulation bancaire, les seuils de liquidité que les banques doivent avoir et l'historique, le passé, comment on est arrivé jusqu'à là, tous les différents seuils. Bon, ça, c'est chiant à mourir. C'est très rébarbatif pour ceux que ça. Enfin, je peux comprendre que ça peut faire endormir beaucoup de gens. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que j'ai des volontaires pour cet examen. On ne m'a pas forcé de le faire. Chapitre 1, tous les acteurs, toutes les institutions, tous les seuils, tous les rouages mécaniques du système bancaire. Donc ça c'est chapitre 1A. Chapitre 1B, vous avez les prestataires de services d'investissement et les SGP. Donc les prestataires de services d'investissement sont les PSI et les SGP, Sociétés de gestion de portefeuille. Vous avez ces deux grandes distinctions pour mieux comprendre comment toutes les lois sont écrites. Les PSI, les prestataires, sont ce que je disais tout à l'heure, toutes les banques d'investissement, les institutions qui ont des systèmes de paiement, carte bancaire, tout ça. Donc en gros, toutes les banques et plus. Et les SGP, Sociétés de gestion de portefeuille, ce sont tous les fonds et les ETF. Et donc là, on commence à apprendre sur toute la régulation, la distinction entre les deux, toutes les différences entre ces deux types d'établissements. Ensuite, vous avez la déontologie, pareil qu'au SCCA ou l'expertise comptable. On a un gros pavé de déontologie très intéressant. Ensuite, on a la lutte sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption, tout ce qui est KYC, Know Your Customer, tout ça, on en parle ici. Ensuite, on a les abus de marché qui regroupent plein de crimes différents, notamment le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est quand vous avez une information privilégiée, une information secrète en interne d'une entreprise et que vous jouez les marchés sur cette information. Vous avez un avantage pas juste. Mais ça, c'est juste un exemple d'abus de marché. Vous avez aussi le spoofing, quand vous avez des ordres, vous passez plusieurs ordres, vu que le marché financier est une enchère, le prix va bouger en fonction de l'enchère. Et donc, si vous mettez plein d'ordres à la suite volumineux, forcément, le prix, vous allez faire artificiellement bouger le prix et vous pouvez vendre ensuite. Bref, ça s'appelle le spoofing. Vous avez aussi le pump and dump. On entend beaucoup parler aux États-Unis. Quand vous pompez le prix de l'action avec votre compte Twitter, achetez, et puis ensuite vous dumpez avant tout le monde. Donc, très intéressant. Ensuite, on a la commercialisation d'instruments financiers. Ça, je ne connaissais pas du tout et je l'ai vécu en pratique dans la vie personnelle. Si vous avez un compte de courtage avec un broker, un courtier ici en Europe, ce qui était le cas pour moi, j'ai essayé d'acheter un ETF BlackRock aux États-Unis, parce que BlackRock, c'est l'émetteur le plus, il a le plus d'ETF disponibles, ils en émettent plein. Et donc, on peut trouver un choix hyper varié. Si vous voulez acheter un ETF robotique, un ETF immobilier dans tel quartier de New York, un ETF éolienne, énergie renouvelable, un ETF, bref, vous avez tout et n'importe quoi. Sauf que j'essaie d'acheter un ETF BlackRock qui est américain. Et là, mon courtier me dit, non, tu ne peux pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de KID, K-I-D, qui veut dire Key Information Document. Et en fait, ça, c'est écrit dans le livre. Et tout de suite, j'ai fait la connexion. Effectivement, en Europe, on peut difficilement acheter des ETF non européens. Il y a une frontière, il y a un blocage. Parce qu'en Europe, il faut faire un KID quand vous vendez un ETF, quand vous créez un ETF. Vous devez faire un KID, ce PDF,
Key Information Document standardisé qui montre les rendements potentiels futurs, machin. Enfin bref, c'est un truc hyper régulé. Et évidemment, les Américains ne le font pas. Et donc, c'est, je pense, une arme que l'Europe utilise pour justement ne pas faire fuir l'épargne européenne en dehors de l'Europe. Bref, j'arrive à tout ça grâce à cet examen, ce qui est très fascinant. Ensuite, on a la relation client qui est assez transparente et c'est la fin de cette première partie sur toute la régulation. La seconde partie, c'est tout ce qui est technique, théorie technique sur les produits financiers. Donc vous avez les actions, les obligations qui est le marché gigantesque, la partie cachée, submergée de l'iceberg. Pareil au niveau des marchés organisés, marchés de gré à gré. Pareil, les marchés organisés, ce sont les places boursières comme Paris ou New York, mais vous avez le marché gré à gré qui est, on ne passe pas par un intermédiaire, on deal directement face à face. Et donc ça, c'est immense. Et tout ce qui est les produits dérivés, les cryptos, tout ça est couvert. Vous devez comprendre comment tout ça fonctionne. Il y a eu les derniers chapitres qui m'ont très intéressé, notamment le post-marché. Ça, je ne connaissais pas du tout. Et c'est tout ce qui est les intermédiaires de la chaîne de valeur quand vous achetez une action de quelqu'un à Taïwan, par exemple, vous achetez une action Apple et c'est quelqu'un à Taïwan qui vous donne, enfin qui est de l'autre côté de la transaction. Et donc, c'est tout le système, toute la plomberie pour arriver à faire cette transaction. C'est le post-marché, très très intéressant avec tous les règlements de livraison, les clearing house. Je ne connaissais pas du tout et c'était très informatif. Et enfin, les émetteurs, tout ce qui est le côté émetteur quand vous êtes la société qui émet des produits financiers. Et enfin, le dernier chapitre, les bases comptables et financières, ce qui était déjà acquis pour moi. Et tout ça représente l'examen AMF. Et je vous le conseille fortement de le faire. En termes de développement personnel, c'est absolument génial, en sachant que les gens qui le font ne veulent pas le faire, donc ils en ont rien à faire, en fait. Donc déjà, je trouve que c'est un avantage très intéressant, parce que c'est une pépite. Et donc c'est un QCM, l'examen. Mes notes, j'ai eu, donc pour la partie réglementation et la partie technique, j'ai eu une meilleure note partie réglementation, j'ai eu 4 sur 100. Il faut avoir 80 minimum, sinon vous ne passez pas. Donc, première partie, j'ai eu 93,9, ce qui est très élevé. Deuxième partie, j'ai eu 88,5. Donc, j'ai eu une très bonne note grâce à ce bouquin. Je vous le recommande, je vous mettrai le lien dans la description. Pourquoi le faire volontairement, cet examen ? Comme certains d'entre vous savent, j'ai fait l'expertise comptable à l'étranger que j'ai ensuite converti ici en France. Je suis autorisé à exercer en tant qu'expert comptable en France. Pourquoi faire cet examen par-dessus ? Eh bien, j'étais en train de lire ce bouquin, Marché de la profession comptable, et j'ai vu que ce que attendent les clients de leur expert comptable, dans 48% des cas, ils attendent pas que les travaux de comptabilité normale, fiscale, administrative. Non. 48% d'entre eux attendent des conseils pour gérer votre patrimoine de leur expert comptable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'expérience aussi en Irlande quand je travaillais dans le cabinet. C'est que j'ai remarqué que l'expert comptable a un pouvoir de confiance, un monopole de confiance sur ses clients. C'est-à-dire que les clients font confiance à leur expert comptable. L'expert comptable peut leur dire sauter par la fenêtre, ils le feront. Évidemment, ils vont pas. C'est figuratif, mais je parle surtout en termes de patrimoine, de leur épargne. Parce que ces chefs d'entreprise, quand ils ne savent pas ou qu'ils cherchent conseil, ils font
très confiance à leur expert comptable et ils vont écouter leurs conseils. Parallèlement à cela, je trouve que l'épargne en France est très très mal utilisée, très très mal distribuée, très très mal déployée comparé à d'autres pays comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une population qui est financièrement lettrée comparée en France où je trouve que vous avez une population qui est financièrement illettrée. Qu'est-ce que je veux dire ? Les assurances-vie. Vous avez eu un monopoly de l'épargne dans les assurances-vie, les comptes euros et comptes en unités. Pourquoi ? Parce que ces deux produits sont extrêmement lucratifs pour leurs vendeurs. Et toute l'industrie financière repose là-dessus en France, j'ai l'impression. Toute l'épargne est là-dedans, ce qui est choquant. Et je trouve qu'il y a énormément de mauvais acteurs dans ce système et qu'au bout d'un moment, avec le temps, les gens vont se réveiller et vont se rendre compte qu'ils ont été vendus des produits parce que les commissions sont très, très, très juteuses. Très juteuses. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, si vous êtes expert comptable ici en France, déjà, vous devez savoir que vous allez avoir un monopole sur la confiance. Vos clients vont vous faire extrêmement confiance et vont écouter vos conseils en gestion de patrimoine. Et le risque dans tout ça, c'est évidemment que vous leur donniez des conseils totalement bidons, standards, qui vont faire souffrir vos clients. Pourquoi pas faire le boulot et aller jusqu'au bout et de vous renseigner et de vous updater, de vous mettre à niveau à ces sujets. Car aux États-Unis, tous les Américains, ils ont un compte de courtage. Et ils achètent les actions Apple, ils achètent tout ça, les actions américaines, ils sont à fond là-dedans. Ils ont « Ah non, je vais vendre cette année parce que j'ai l'impression que l'entreprise, elle commence ça passer le pic de cette entreprise. Ça a l'air de se développer, machin. » Ils sont beaucoup plus lettrés financièrement à ce niveau-là, alors qu'en France, c'est OK, épargne, assurance vie, direct. Pourquoi ? Parce que la personne qui te recommande ça, évidemment, touche une commission colossale. Donc, ça, c'est voilà, j'ai fait mon petit quart d'heure de plainte. Je vous invite vraiment à explorer cet examen. Si vous faites le CFA, très bien pour vous. Je ne suis pas du tout un hater, au contraire, bon courage à vous, c'est très très dur. Et si vous avez réussi l'examen CFA, le premier ou même le dernier, vous avez fait les trois, félicitations, c'est quelque chose de très très difficile, surtout si vous n'êtes pas un anglais natif. Je disais qu'il y a moins de jobs. Je suis à moitié convaincu parce que je suis sûr que vous avez une opportunité de carrière très prometteuse. Par contre, si vous n'avez pas fait l'examen CFA et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à explorer toutes les alternatives parce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui sont peut-être plus faciles, plus simples, plus rapides. Et je vous dis, si vous faites le CFA, bien à vous. Le pire, ce serait de ne rien faire. Voilà, mes amis, c'est le mot de la fin. Le pire dans tout ça, c'est de ne rien faire et de rester devant la télé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.